Salut les étudiants chimistes. Alors aujourd'hui, je vais corriger l'exercice 2 de la feuille de TD sur les polymères. Donc c'est un extrait d'un sujet des mines, mais c'est un vieux sujet des mines. Mais bref, je trouvais l'exo intéressant. Donc juste quelques petits rappels. Comme d'habitude, le sujet est dans la description de la vidéo. Il va de soi que suivre la vidéo sans avoir cherché l'exo, c'est pas forcément très intéressant. Et puis, pour essayer de vous faire gagner du temps, je mettrai le timecode, c'est-à-dire que dans le descriptif, si vous voulez aller directement aux questions qui vous intéressent, ben, vous cliquez sur le, le truc où il y a le temps, voilà, et ça vous amène directement à la question souhaitée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, oubliez pas quand ces vidéos vous aident, caressez un petit peu l'algorithme, un petit pouce, et puis un petit commentaire pour dire que c'est cool ou poser une question. Ça fait toujours plaisir, et puis ça permettra là, en cette période, aussi d'aider peut-être d'autres étudiants. Voilà, voilà. Bah, j'ai envie de vous dire, alors cet exo, ouais, voilà, il est intéressant parce qu'on va avoir une polymérisation anionique dans un exemple concret, et puis surtout ça va nous permettre en même temps de réviser un petit peu l'osmose, parce que dans une deuxième partie du problème, il y a une mesure de masse molaire via l'osmose. Pardon, j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots. Donc ce qui fait que c'est un problème intéressant également pour les révisions. Voilà, bon, on y va. Voilà, alors l'énoncé démarre comme ça. Donc le polyméthacréate de méthyle est le polymère qui constitue le plexiglas et l'altuglas. Le monomère correspondant noté MAM est actuellement de plus en plus préparé en présence d'un catalyseur formé d'un complexe de palladium. Bon, ça on va pas parler du complexe de palladium, même si on aurait pu faire un petit bout de problème sur la catalyse homogène avec ça, mais c'est pas l'objet de l'exercice d'aujourd'hui. Donc la première étape de la polymérisation anionique, on vous la montre, et on vous demande en écrivant les formules mésomères de mettre en évidence les différents sites électrophiles du méthacrylate de méthyle. Alors, hop là, c'est pas du tout le... Attendez, je vais régler mon stylo, parce que là, voilà. Et encore là, c'est un peu épais. Désolé, je fais mes réglages. Et là, on est parti normalement. Voilà. Ok. Donc le monomère a la structure suivante. Alors les formules mésomères, bah, déjà premièrement, on va pouvoir déplacer le doublet comme ceci. Ce qui met en évidence un premier site électrophile. Qui est sur le carbone, qui est directement lié au carbonyle. Alors ensuite, il y a encore deux formes mésomères. Celle qui nous intéresse, c'est plutôt celle où on va déplacer la double liaison, ce qui va faire apparaître une charge positive sur le dernier carbone. Et puis évidemment, on peut ajouter une quatrième forme mésomère, mais qui n'est pas celle qui va vraiment nous intéresser ici, comme ceci, qu'on trouvera dans n'importe quel ester finalement. Ah, j'ai oublié un méthyle ici, hop. Voilà. Bon, les sites électrophiles qu'on met en évidence, c'est bien entendu dans cette forme mésomère-là, donc celui du carbone du carbonyle, hein, comme d'habitude, et dans cette forme mésomère-là. Donc on va avoir deux sites électrophiles, que je représente sur énoncé, celui du carbone 4, enfin de l'atome 4, et celui de l'atome numéro 2. Alors ensuite, dans l'hypothèse où on peut appliquer l'approximation des orbitales frontalières à la réaction d'amorçage, et sachant qu'on peut modéliser les orbitales du méthacréate de méthyle par celle de l'acroléine, donc là il y a des données en annexe, on doit justifier la régiosélectivité de la première étape. Et on indique que pour l'acroléine, les électrons des OMP sont les électrons délocalisables. Cette phrase elle est importante parce qu'en fait il n'est pas au programme de déterminer le nombre d'électrons pi. Donc avec cette phrase-là, vous pouvez trouver le nombre d'électrons pi. Donc là je vais vous ajouter ce qu'on avait dans les données. Voilà, on pouvait trouver le tableau suivant. Alors, je ne sais plus si c'était précisé dans le sujet, mais alpha et bêta sont des constantes négatives homogènes à des énergies. Voilà, on l'a déjà vu dans plusieurs exercices. Bref, du coup, on va raisonner sur l'acroléine directement. Donc, le nombre d'électrons délocalisables, bah, on va pas réécrire forme mésomère, mais il y a 4 électrons délocalisables. Et du coup, d'après l'énoncé, on en déduit qu'il y a 4 électrons dans les OMP. Ce qui nous permet assez facilement finalement de déterminer qui sont les HO et BV. Puisque là, vous l'avez compris, normalement, le but du jeu, c'est de trouver
la base vacante pour déterminer quel est le site le plus électrophile sous contrôle cinétique frontalier. Donc si je place les niveaux d'énergie sur un diagramme, j'ai 4 orbitales, je ne sais pas si on leur a donné des petits noms, c'est les orbitales pi, donc on va les appeler pi1, pi2, pi3 et pi4. On a 4 électrons pi qu'on va ranger par ordre d'énergie croissant, et ce qui fait qu'on détermine aisément les orbitales frontalières, ici avec la pi2 qui est la haute occupée et la pi3 qui est la base vacante. Ensuite, pour déterminer le site le plus électrophile, sous contrôle cinétique frontalier, on va aller regarder dans la base vacante, qui du coup est la troisième orbitale, et on va chercher le plus gros coefficient en valeur absolue. Donc le plus gros coefficient en valeur absolue, c'est le carbone numéro 4. Ce qui nous permet de conclure que le site le plus électrophile, c'est le carbone numéro 4. Et je précise bien, sous contrôle cinétique frontalier. Voilà. Donc, on le voit sur le schéma, ça justifie bien la régiosélectivité de la première étape, puisque le carbanion, donc le carbanion ici, va bien s'additionner sur le carbone 4 pour obtenir ce composé-là. Et maintenant, on vous dit, en gardant la même régiosélectivité, de donner la formule générale du PMAM. Donc là, on va quand même représenter un petit peu la suite. Donc ça veut dire que, je vais recopier la molécule qu'on a obtenue suite à l'amorçage. Qui a donc un carbanion dans cette position-là. Et si je remets en face un monomère, et bien ici on va avoir une addition nucléophile comme ceci. Donc c'est une addition 1,4 qu'on a là. Donc je le note AN 1,4. Pour simplifier la suite, je vais noter le groupement butyl qu'on avait ici. Je vais le noter BU, ce qui fait que la molécule formée, je vais la représenter comme ceci, avec ici CO2 méthyle. Le butyl, il est un cran plus loin le butyl. Pas me planter. Le butyl, il serait ici. Voilà, avec un méthyle ici. Et donc la liaison nouvellement formée, pour que ce soit... Attendez, je vérifie ce que j'ai fait, parce que... Oui, c'est ça. La liaison nouvellement formée, c'est celle-ci. D'accord ? On comprend aussi la régiosélectivité simplement en regardant d'ailleurs le fait qu'on forme un carbanion stabilisé. C'est-à-dire que là, je peux représenter une autre formule mésomère. Et vous voyez, après, je vais changer un peu de représentation pour qu'on y voit plus clair. Ça me donnerait la structure suivante. Et voilà, et ensuite, ce carbanion stabilisé va, lui, à nouveau s'additionner sur un monomère, et puis à nouveau sur un monomère, et ainsi de suite. Enfin, vous avez compris l'histoire, donc en fait, ça va s'enchaîner en permanence. Donc, la structure du polymère, quand on vous demande la formule générale, c'est de donner, en fait, surtout l'unité de répétition. Donc, la formule générale, je vais avoir CH2, C qui porte un CH3 et un COO méthyle, et puis ça va se répéter. Voilà, donc là vous avez la formule du PMAM. Bien sûr, sur un des bouts de chaîne, il y aura le groupement butyl qui est là. Mais en fait, ça se lit comme ça s'enchaîne, toujours dans le même ordre, parce que grâce à cette régiosélectivité, on va toujours avoir d'abord le CH2, puis le carbone substitué ici. Bon, la question 4, je vais aller très vite, en fait, discuter la stéréorégularité ou tacticité du PMAM. On a un polymère qui, a priori, est atactique. Il n'y a pas de raison, quand vous regardez la structure du monomère, il a une structure plane, donc il n'y a pas de raison que la chaîne déjà en croissance s'additionne plutôt par une face ou par l'autre. Donc on aura plutôt, a priori, un enchaînement aléatoire au niveau des configurations. Donc là, normalement, on aura un polymère
ou une macromolécule atactique dans ce cas-là. Bon, bah maintenant, la température de transition vitreuse, on vous la donne, elle est à 105 degrés. Qu'est-ce qu'une température de transition vitreuse? De quoi dépend-elle principalement? Et sous quelle forme le PMAM se trouve-t-il à température ambiante et à 110 degrés? Alors, la température de transition vitreuse, c'est la température à partir de laquelle on va pouvoir avoir un mouvement des chaînes les unes par rapport aux autres. Donc ça se traduit, ça on l'a déjà vu plusieurs fois et on l'a vu en cours ce matin, par une chute du module de Young sur un diagramme, quand on franchit la température de transition vitreuse, on a une chute importante du module de Young qui se traduit par une plus grande déformabilité du matériau. De quoi dépend-elle? En fait, tout facteur qui va favoriser la mobilité des chaînes les unes par rapport aux autres va abaisser la température de transition vitreuse. Donc on peut parler de l'influence des substituants, par exemple, on peut parler des interactions intermoléculaires que vous allez avoir entre les chaînes, de la présence de plastifiants, etc. Bref, je vous renvoie au polycopier de cours pour ça. Sous quelle forme se trouve-t-il à température ambiante? Eh bien, si on a du coup ici la température ambiante dans le cas du PMAM, elle est inférieure à sa TG. Donc si elle est inférieure à sa TG, ça veut dire qu'on est dans un état solide, rigide et cassant, a priori. En revanche, si on se met à T égale 110 degrés Celsius, ça veut dire qu'on se met au-dessus de la température de transition vitreuse du PMAM. Là, on aura un état solide. Donc c'est toujours un état solide après la TG, mais c'est un état solide souple. C'est-à-dire que là, on a un polymère beaucoup plus déformable. Alors là, on nous dit que l'indice de polymolécularité atteint pour la synthèse radicalaire du PMAM vaut presque 2, alors qu'il est compris entre 1 et 1,1 pour une synthèse anionique. Définir l'indice de polymolécularité. Proposer une allure pour les courbes de distribution. Ça aussi, on en a un petit peu parlé ce matin. Bon, déjà, je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas à connaître les procédés de synthèse radicalaire et de synthèse anionique. Donc là-dessus, les énoncés doivent relativement vous guider. Alors maintenant, petit rappel rapide. L'indice de polymolécularité, qui d'ailleurs n'a pas le même nom dans tous les bouquins. Il y en a qui disent indice de polydispersité. Voilà, je ne sais même plus vraiment, il y a un terme sûrement qui est homologué. Là, j'ai envie de vous dire, bon, on parle bien du même indice, c'est IP. Et IP qui se calcule par le rapport de la masse molaire moyenne en masse sur la masse molaire moyenne en nombre, ou alors le rapport du degré de polymérisation moyen en masse sur le degré de polymérisation moyen en nombre. Il se trouve que sur une courbe, alors je vais vous les tracer. Voilà, donc en fait sur la courbe, on va faire apparaître le nombre de chaînes qui ont I unités de répétition sur la masse molaire des chaînes. Et grosso modo, on peut avoir par exemple les courbes de distribution qui auraient une allure comme ceci. Hop, ça serait une certaine distribution, avec sur cette courbe-là un maximum qui correspond à la masse molaire moyenne en nombre. Et puis je vais faire, je ne sais pas, par exemple en vert clair, une autre distribution avec la même valeur moyenne, c'est-à-dire quelque chose comme ça, une distribution plus étalée. D'accord? La distribution la plus étalée, ça serait celle qui a un IP plus élevé. Alors que si on a une distribution comme ceci, là on aurait un IP qui est plutôt assez proche de 1. Je rappelle au passage que IP est toujours supérieur ou égal à 1. Donc l'indice de polymolécularité est proche de 1, et donc là on est plutôt sur une distribution étroite. Le cas limite, c'est quand vous avez IP égale 1. Pour IP égale 1, toutes les chaînes ont la même taille. On a ce qu'on appelle un polymère monodisperse. Bref, si on devait attribuer, ici on vous dit en gros synthèse radicalaire, IP vaut presque 2. Donc la radicalaire, en fait, si je devais faire une attribution, ce serait celle-ci. Ce serait la courbe verte. Alors que celle-ci serait la polymérisation anionique, la courbe jaune. Bien sûr, je suis parti du principe, mais c'est comme ça que c'est le plus clair, qu'on avait la même
masse molaire moyenne en nombre. Ça veut dire en gros que j'ai la même, que en moyenne, mes chaînes font la même taille. Et on pourrait schématiquement placer aussi les masses molaires moyennes en masse, hein, juste déjà pour se rappeler que, par exemple, sur la distribution jaune, bah, la masse molaire moyenne en masse est toujours supérieure à la masse molaire moyenne en nombre, sauf pour un polymère monodisperse, mais elle sera bien plus supérieure, par exemple, pour la distribution verte. Hein, je vous rappelle que calculer la masse molaire moyenne en masse, ça revient à donner plus d'importance, plus de poids statistique aux chaînes les plus lourdes. Ah, ça y est, on passe à l'osmose. On va utiliser le phénomène d'osmose pour mesurer la masse molaire d'un polymère. Alors déjà, la première chose importante, c'est que, vous voyez, on prend un échantillon de polymolécularité égale à 1, donc vraiment le polymère monodisperse. Pourquoi? Simplement parce que ça va être beaucoup plus simple. Et il faut bien ça veut dire que toutes les chaînes ont la même masse molaire, et ça nous permet bien d'accéder du coup à une valeur de masse molaire qui correspond au matériau qu'on étudie. Bref, alors ce qu'il faut voir, je ne vous relis pas tout l'énoncé, mais le compartiment A, c'est la situation classique du cours, contient du benzène pur, et le compartiment B, du benzène et du PMAM. J'avais déjà fait une vidéo, je crois qu'on avait corrigé l'approche documentaire sur l'osmose en vidéo. Bref, je vous remets pas forcément la fiche, mais elle est sur la chaîne. Donc il y a déjà un truc qui a été fait sur l'osmose, hein, pour nos visiteurs aussi. Alors, avant d'écrire la condition d'équilibre, je vais écrire l'équation qui modélise la transformation étudiée, à savoir la transformation étudiée, c'est quoi? C'est un transfert du solvant, le benzène, d'un compartiment A vers un compartiment B ou l'inverse. Donc l'équation qui modélise cette transformation, je vais l'écrire benz A donne benz B. Et du coup, la condition d'équilibre, alors on peut écrire directement, ceux qui le voient, l'égalité des potentiels chimiques, mais on peut aussi bien, et ça revient au même, repartir de l'enthalpie libre de réaction égale à 0, delta Rg égale 0, et quand je remplace, forcément, je vais avoir mu benz A égale mu benz B, donc égalité des potentiels chimiques, vous avez le droit de l'écrire directement, et puis ensuite on va remplacer chacun des potentiels chimiques par son expression. Donc là, il y a un petit encadré qui a été donné pour donner l'expression. Pourquoi? Parce qu'au programme, en fait, vous avez la première partie de l'expression qui est au programme, et la deuxième partie ici, avec le terme Vm facteur de, je vais le surligner, Vm facteur de P moins P standard, ce terme-là, en toute rigueur, n'est pas à connaître, donc il y aura un petit document ou quelque chose dans l'énoncé pour vous le donner. Cela étant dit, ça veut dire que si j'exprime mu benz A, ça va être le potentiel chimique standard du coup du benzène, qui est une grandeur qui ne dépend que de la température, plus RT ln de xi, comme le solvant est pur dans A, ce terme vaut 0, et donc il me reste plus le volume molaire du benzène, je vais le noter simplement Vm, facteur de Pa moins P standard. Je fais la même chose dans le compartiment B, donc mu benz B va être égal au potentiel chimique standard du benzène dans le compartiment, non pas dans le compartiment, c'est un potentiel chimique standard, il ne dépend que de la température, pardon, plus RT ln de X benz, là pour le coup c'est dans le compartiment B, plus le volume molaire du benzène, facteur de Pb moins P standard. Il faut avoir l'idée un petit peu sur le schéma que quand vous écrivez cette condition d'équilibre, on a une altitude donnée. D'accord? Et pour une altitude donnée, comme les niveaux du liquide ne sont pas les mêmes, on a une différence de pression. C'est pour ça que je vais noter PA, la pression dans le compartiment A, et PB, la pression dans le compartiment B à la même altitude. Et on verra que la différence s'appelle la pression osmotique, et puis qu'on pourra faire apparaître quelque chose. Bref, vous voyez, je vais égaliser ces deux potentiels chimiques. Donc on voit tout de suite que le potentiel chimique standard va sauter. Et du coup, la relation qui me reste, donc je vais la noter par un petit astérisque. Et donc si je la réécris, celle-là, hop, ça doit me donner RT ln de X benz B. Et après simplification, Vm, facteur de Pa moins Pb. Voilà, donc juste pour rappel, Pa moins Pb, donc qui ici serait négatif, puisque Pb est plus grand, ça serait donc moins la pression osmotique, donc qu'on appelle souvent pi.
Donc la pression osmotique, c'est ce terme-là. On pourra le relier après par l'équation de la statique des fluides à la grandeur, à la hauteur, différence de hauteur, pardon, petit h, que vous avez ici. Et x benz B, du coup, qui est la fraction molaire du solvant. Je peux aussi dire, étant donné qu'on a quand même un soluté, je vous rappelle, qui est le polymère, c'est 1 moins x, je vais noter P pour le polymère, simplement, dans le compartiment B. D'accord? Et puis ce Ln, étant donné que le soluté, il est quand même très minoritaire, ça veut dire que je peux dire que x polymère dans B est très petit devant 1. Ça veut dire que je peux faire un développement limité à l'ordre 1, et donc ln de 1 moins xp dans le compartiment B, ça me donne environ moins xp dans le compartiment B. Ok? Bon voilà, ce calcul, faut vraiment, ça sert à rien de le recopier, il faut vraiment que vous l'ayez fait vous-même, que vous sachiez le faire, parce que c'est toujours la même chose finalement. Maintenant on remplace, donc je remplace mon ln avec le développement limité que j'ai fait par moins xp, ici j'ai moins pi, donc finalement mon équation serait écrite assez simplement RT x polymère dans le compartiment B qui est égal à volume molaire du benzène fois la pression osmotique. Là, on n'a pas tout à fait fini le boulot parce que je veux qu'on retrouve une relation qu'on a assez souvent. Quoi qu'on nous demandait XP, pardon, je n'ai même pas vraiment fait attention à l'énoncé. Je vérifie quand même qu'on retombe sur nos pattes. Du coup, RT, XP, on l'a. Dans pi, donc pi, on va faire apparaître H et la masse volumique et le volume molaire. Ok, donc on est bon. Donc pour la pression osmotique, là, il faut ressortir le cours de physique avec l'équation fondamentale de la statique des fluides. Donc c'est ρGH avec ρ du solvant, donc ρ benzène, fois G fois H. Et puis je remplace directement dans cette équation, ce qui me donne RT, XP dans le compartiment B, fois volume molaire, fois ρ benz, alors c'est volume molaire du benzène aussi, GH. Au passage, le volume molaire fois la masse volumique, ça nous donne la masse molaire du benzène. Voilà, donc on peut aussi l'écrire comme ça, mais ce n'était pas ce qui était demandé. Eh bien, nous voilà près de la fin. Alors là, on vous demande de définir la concentration massique du polymère, qui va être la masse du polymère sur le volume, en considérant que le volume total soit égal à celui du benzène. Voilà, donc là déjà on va reprendre l'équation précédente, qui était RTXP dans le compartiment B, qui était égal au volume molaire du benzène, fois la masse volumique du benzène, fois G, fois H. Là ça va être assez simple, en fait il va falloir exprimer la fraction molaire ici. Donc la fraction molaire, ça va être la quantité de polymère sur la quantité de matière de polymère plus la quantité de matière de benzène. L'idée étant de considérer que le solvant est ultra majoritaire, bien sûr. Donc au dénominateur, je peux négliger NP devant N-benz et j'arrive à cette expression-là. Ok. Une fois qu'on a ça, normalement on devrait s'en sortir pas trop mal parce qu'on va remplacer du coup petit np par la masse de P sur la masse molaire de P, donc on a besoin de ces deux grandeurs, et on a toujours petit n-benz. Okay. De l'autre côté, il va falloir que je travaille un petit peu. Rho, on voit qu'on le garde. Par contre, le volume molaire de benzène, ça, on ne le garde pas. Donc là, ça va être le volume total, qui est environ égal au volume du benzène, du coup, divisé par n-benz. Et si vous regardez bien, à gauche et à droite, n-benz va se simplifier, si bien que quand je réécris l'équation, cette fois-ci, ça va me donner RT petit mp sur grand mp, qui est égal, donc le volume molaire, du coup le n-benz s'est simplifié, donc je vais avoir le volume V fois ρ du solvant, le benzène, GH. D'accord. Et vous voyez que là, j'ai petit mp que je peux diviser par V pour faire apparaître Cp qui est ici, et passer tout le reste de l'autre côté. Non, pardon, c'est mp qu'on veut, donc il va falloir que je bidouille un peu. Allez, je vais le faire doucement pour être sûr de ne perdre personne. Donc en fait, je vais avoir Cp sur mp. D'ailleurs, c'est peut-être pas la manière la plus intelligente de le faire. Pardon, on va avoir... En fait, on peut l'écrire directement. Allez, on va pas s'embêter. De toute façon, au pire, vous mettez pause, vous le faites en 2 lignes. Donc, je multiplie par mp. Et de l'autre côté, je vais bien avoir RT fois Cp au numérateur en ayant divisé par V. Et ρGH se retrouve en bas.
Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la masse molaire du polymère, en fait, est directement liée à la hauteur pour une concentration donnée. Donc ça veut dire que la mesure de la hauteur peut me conduire à la masse molaire. Ensuite, on vous demande de rappeler ce qu'est le degré de polymérisation. Donc degré de polymérisation, finalement, ça va être le nombre d'unités monomères que vous allez trouver, d'unités de répétition que vous allez trouver dans votre polymère, dans votre homopolymère. Dans le cours, on l'avait appelé dPn bar pour le degré de polymérisation moyen en nombre et dPw bar pour celui en masse. Donc ici, bon, il n'y a pas trop de précision là-dessus, mais simplement comme on est dans le cas d'un polymère monodisperse, pardon, ça va être la masse molaire du polymère divisée par la masse molaire d'une unité monomère. Donc l'unité monomère, ici, dans notre cas, comme c'est du PMMA, bon, c'était pas demandé, mais on le voit quand même, ça fait pas de mal. Vous voyez, c'est comme il est synthétisé à partir d'un unique monomère, l'unité monomère, c'est la même chose que l'unité de répétition. Donc si je voulais calculer M0, ici, eh bien je calculerais la masse molaire de cette partie-là. Donc ça veut dire que des carbones, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça serait la masse molaire de C5. Des hydrogènes, j'en ai 8. O2. Ce qui me donnerait, du coup, 5 fois 12, ça nous fait 60, plus les 8 pour les hydrogènes, plus 32. Donc on a une masse molaire d'unité monomère à 100 grammes par mol. Vous voyez, donc ça veut dire, je vais dire une bêtise, mais si par exemple j'ai si j'ai une masse molaire pour mon polymère, je ne sais pas, qui est de 10 000, par exemple, grammes par mol, je divise par 100, ça veut dire que j'ai 100 unités de répétition qui se sont enchaînées les unes aux autres. Bref, voilà. Ah oui, il nous reste pourquoi cette méthode peut peut-être pas être utilisée dans le cas d'un polymère de polymolécularité différente de 1. Pour moi, la question était mal posée, mais c'est plutôt que si l'indice de polymolécularité est différent de 1, donc forcément supérieur à 1, c'est qu'en fait, on détermine la masse molaire moyenne en nombre, et non pas la masse molaire moyenne. Alors, l'osmométrie ne permet pas de déterminer la masse molaire moyenne en masse. Pour ça, il y a d'autres techniques expérimentales, donc elle est vraiment réservée à cette détermination-là. Il y a des limitations, etc., mais dont on ne va pas parler ici. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. Voilà les chimistes. Bon, j'espère que cette petite... hop, je vais me mettre là. Voilà, comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé, hein. C'est quand même là je crois qu'elle est assez longue, c'est un problème mine de rien qui est assez complet. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite bon courage malgré le confinement, on se serre les coudes, on va y arriver, on prépare quand même les concours comme on le peut. Et puis je vous dis à demain pour un autre exo.